Écoute-moi bien. Le moment le plus douloureux pour un narcissique n'est pas celui où il est quitté. Ce n'est pas la rupture, ce n'est pas l'absence, ce n'est pas même la solitude qui suit dans c'est quelque chose de beaucoup plus précis que ça. C'est le moment où il est forcé de regarder une vérité en face. La vérité que c'est lui seul, qui a détruit le seul amour authentique qu'il ait jamais eu dans sa vie. Et voilà pourquoi ce moment est si particulièrement dévastateur pour son système. Parce que tout le reste, le rejet, l'abandon, la solitude, tout ça peut être réinterprété, réattribué, transformé en quelque chose que les autres lui ont fait, en quelque chose dont il n'est pas responsable, en quelque chose qui confirme le récit qu'il se raconte sur lui-même et sur le monde. Mais la destruction de quelque chose d'authentique par ses propres mains, ça, son système ne peut pas entièrement le fuir. Carl Jung disait quelque chose qui s'applique à cette dynamique avec une précision remarquable. Il disait que l'ombre cachée au plus profond de nous, cette partie que nous refusons d'admettre, est précisément celle qui nous contrôle le plus puissamment. Et pour le narcissique, cette ombre a un visage très précis. Le vide, la peur d'être exposé vraiment, l'incapacité à aimer avec sincérité. Trois choses qui passent toute sa vie à cacher. Derrière le charme, derrière le contrôle, derrière le masque si soigneusement construit que même lui finit par oublier ce qu'il y a en dessous. Aujourd'hui, on va décoder quelque chose. Ce point de rupture du narcissique. Ce moment précis où le masque tombe, où le contrôle ne fonctionne plus, où il réalise qu'il n'a pas perdu une source d'attention ou de validation, mais un amour authentique. Quelque chose qu'il ne retrouvera pas facilement. À travers la pensée jungienne, on va voir clairement pourquoi les narcissiques ne sont pas seulement victimes de leur propre fonctionnement, mais aussi les architectes de leur propre destruction, ruinant ainsi leur chance de devenir un jour des êtres humains vraiment entiers. Et on va voir quelque chose d'encore plus important que ça. Comment ton silence, ton lâcher-prise, ton choix de ne plus alimenter quelque chose qui te coûtait tout, peut avoir un pouvoir que tu n'avais peut-être pas mesuré complètement. Et quelle leçon Jung voulait que nous retenions sur la guérison, sur la façon dont on sort de l'ombre de quelqu'un d'autre pour retrouver la sienne propre. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que tu comprendras non seulement comment le narcissique détruit l'amour, mais comment toi, tu peux transformer ce que tu as traversé en quelque chose de plus solide que ce que tu étais avant. Premièrement, l'illusion du contrôle. Commençons par quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment sur le narcissique. Il ne contrôle pas parce qu'il est fort, il contrôle parce qu'il a peur. Et cette distinction, aussi simple qu'elle semble formulée comme ça, change complètement la façon dont on comprend tout ce qui se passe dans cette dynamique. Jung avait une façon très précise de décrire ce mécanisme. Il disait que tout ce qui n'est pas rendu conscient reviendra sous forme de destin. Ce qu'on refuse de regarder en soi ne disparaît pas. Il s'accumule, il s'organise dans l'ombre, et à un moment, il commence à diriger les comportements depuis cet endroit obscur, sans que la personne en ait toujours conscience. Et voilà ce que le narcissique refuse de regarder. Son vide intérieur, pas un vide ordinaire, pas cette solitude passagère que tout le monde traverse, mais quelque chose de plus profond et de plus ancien que ça. Cette conviction, installée très tôt, que quelque chose d'essentiel manque en lui, que s'il était vraiment vu, vraiment connu, sans le masque, sans la performance, quelque chose dans ce qu'on verrait serait insuffisant, inexposable, impossible à aimer. Et face à cette conviction, son système a trouvé quelque chose, un masque, et ce masque est extraordinairement bien construit. C'est peut-être la chose la plus impressionnante dans toute cette psychologie, la précision avec laquelle ce masque est élaboré, affiné, perfectionné au fil du temps. En surface, il paraît charmant, doué pour lire les émotions des autres, capable de dire exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre, d'être exactement ce que quelqu'un a envie de trouver. Cette façon qu'il a d'entrer dans une pièce et de prendre toute la lumière, ou au contraire de se faire petit et accessible selon ce que la situation demande, c'est pas de l'empathie, c'est de la lecture. Il observe, il analyse, il identifie ce qui fonctionne et il l'utilise.
pas pour se connecter, mais pour se positionner, pour maintenir quelque chose, ce sentiment de supériorité, ce contrôle sur la façon dont les autres le perçoivent, cette certitude que tant qu'il maîtrise l'image, tant qu'il maîtrise la narration, personne ne peut accéder à ce qu'il y a en dessous. Jung appelait ça une illusion du moi, une construction fragile, érigée uniquement pour cacher les fractures intérieures. Et voilà quelque chose de fondamental sur cette construction. Elle demande un effort constant, parce qu'un masque ne tient pas tout seul. Il a besoin d'être maintenu, alimenté, validé en permanence par les réactions des autres. Et c'est pour ça que le narcissique a besoin de quelqu'un, toujours, pas pour aimer, pas pour se connecter, mais pour tenir le miroir, pour refléter l'image qu'il a besoin de voir. Laisse-moi te montrer exactement comment ce mécanisme fonctionne dans les interactions concrètes. Il utilise des outils très précis, des compliments calculés qui arrivent exactement au bon moment, pas pour te faire du bien, mais pour créer une dépendance à son approbation. Une attention sélective qui dit « je te vois, je te choisis », avant de se retirer brusquement pour créer cette question dans ta tête. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il s'est éloigné? Qu'est-ce que je dois faire pour retrouver cette attention? Et dans ce cycle, dans cette alternance de chaleur et de retrait, quelque chose de très précis se produit. Tu commences à t'organiser autour de lui, à surveiller ses humeurs, à adapter ton comportement, à réduire ce qui semble le déranger, à amplifier ce qui semble lui plaire, et progressivement, sans jamais l'avoir décidé consciemment. Tu deviens quelqu'un qui existe en fonction de ses réactions plutôt que de ses propres besoins. Et lui lit ça comme une victoire, ce qu'il ne voit pas. Ce que son masque l'empêche de voir, c'est que cette dépendance qu'il a créée ne nourrit rien de réel en lui. Elle confirme juste temporairement l'image. Elle repousse juste temporairement le moment où il devra regarder ce qu'il y a sous le masque. Voilà ce que Jung voulait dire par illusion. C'est pas que le masque ne fonctionne pas. Il fonctionne très bien. Pendant un temps, c'est que ce qu'il produit. Ce contrôle, cette dépendance, cette validation permanente ne peut jamais combler ce pourquoi il a été construit. Parce que le vide en dessous ne se nourrit pas de contrôle extérieur. Il ne se nourrit que d'une seule chose. D'une vraie rencontre avec soi-même, et c'est précisément ce que le narcissique refuse. Et voilà le paradoxe au cœur de tout son fonctionnement. Plus il contrôle, plus il révèle. Parce que quelqu'un qui est vraiment solide intérieurement n'a pas besoin de contrôler l'image que les autres ont de lui, n'a pas besoin de manipuler les perceptions, n'a pas besoin de tenir un miroir devant lui en permanence. Le besoin de contrôle est la preuve du manque de contrôle réel. Et quand un véritable amour entre dans cette équation, quelque chose se produit que son système n'avait pas anticipé, une lumière, pas une lumière agressive, pas quelque chose qui attaque, mais cette façon qu'a un amour authentique d'éclairer naturellement ce qui est là, de voir sans chercher à juger, de rester sans chercher à changer. Et cette lumière, aussi douce soit-elle, commence à pointer vers quelque chose, vers ce qui est sous le masque. Et c'est là que quelque chose change dans sa façon de se comporter avec toi. Parce que voilà ce que le véritable amour fait au narcissique. Il ne le libère pas. Pas immédiatement, pas facilement, pas sans quelque chose de difficile à traverser d'abord. Il le menace. Et comment il répond à cette menace? Ce qui fait de cet amour qui pointait vers quelque chose de réel en lui, c'est exactement ce qu'on va explorer maintenant. Deuxièmement, quand le véritable amour devient une menace, voilà quelque chose de particulièrement difficile à comprendre depuis l'extérieur. Comment quelqu'un peut-il fuir exactement ce dont il a besoin? Comment quelqu'un peut-il s'aborder précisément ce qui aurait pu le changer, ce qui aurait pu toucher quelque chose de réel en lui, ce qui aurait pu être le début de quelque chose de différent dans sa façon d'exister, dans ses relations? Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe. Et pour comprendre pourquoi, il faut comprendre quelque chose de fondamental sur la façon dont l'amour authentique fonctionne dans le système d'un narcissique. Il ne le rassure pas, il l'expose. Laisse-moi te montrer exactement ce mécanisme avec quelque chose de très concret. Pense à quelqu'un qui a passé des années,
dans l'obscurité, dans une pièce sans fenêtre, sans lumière naturelle, et qui s'est habitué à cette obscurité, a appris à naviguer dedans, a construit des repères, des habitudes, une façon de fonctionner qui s'est adaptée à l'absence de lumière. Et maintenant, quelqu'un ouvre une fenêtre et la lumière entre et ce premier réflexe, avant même que quelque chose de conscient ait eu le temps de se formuler, c'est de se couvrir les yeux, de reculer, de chercher l'obscurité à nouveau, pas parce que la lumière est mauvaise, mais parce qu'elle est brutalement révélatrice. Elle montre ce que l'obscurité cachait. Elle demande une adaptation que le corps n'est pas encore prêt à faire. C'est exactement ce qui se passe quand un amour authentique entre dans la vie d'un narcissique, la lumière entre. Et son premier réflexe n'est pas la gratitude, c'est le recul. Mais avant d'arriver à ce recul, il y a quelque chose d'autre. Quelque chose qui explique pourquoi cette dynamique commence toujours d'une façon si particulièrement intense et prometteuse. Le début, les narcissiques savent faire les débuts. Ils arrivent souvent dans ta vie comme quelque chose d'irrésistible. Cette façon magnétique d'être présent, cette capacité à capter ce que tu cherches, ce que tu ressens, ce que tu veux entendre, et à te le refléter avec une précision qui donne l'impression d'une connexion extraordinaire. Il dit exactement les mots que tu te murmurais à toi-même. Il fait exactement les gestes que tu avais espérés. Il partage exactement les rêves qui te font croire que quelque chose de rare est possible entre vous. Mais voilà ce que Jung voulait nous faire comprendre sur ce type d'expérience. Ce que l'on projette à l'extérieur est ce qu'on n'a pas affronté à l'intérieur. Et ce que le narcissique fait dans ses premiers moments, cette façon de se refléter dans tes désirs, dans tes peurs, dans tes aspirations, ne vient pas d'une connexion réelle. Ça vient d'une lecture, d'une observation, d'une façon d'identifier ce dont tu as besoin et de se positionner comme celui qui peut le fournir. C'est ce que la psychologie appelle le mirroring, cette technique de reflet, cette façon de devenir exactement ce que l'autre cherche. Pas parce qu'on est vraiment ça, mais parce que ça maintient quelqu'un dans une position de dépendance et d'attachement. Et puis vient le love bombing, cette phase d'attention intense, de compliments constants, d'affection démesurée, de promesses extravagantes sur ce que vous allez construire ensemble. Cette façon de te faire sentir que tu es la personne la plus spéciale du monde, que quelqu'un t'a enfin vraiment vu. Et voilà ce que Jung disait sur ce type d'expérience. Toute expérience qui paraît trop intense, trop idéalisée, trop parfaite, porte toujours la marque de l'ombre, parce que l'amour véritable n'a pas besoin d'extravagance pour se manifester. Il est stable, constant. Il ne requiert pas de preuves spectaculaires pour exister. Pendant que tu te laisses porter par ce déluge d'affection, quelque chose se met en place silencieusement. Le narcissique pose les fondations d'une relation déséquilibrée. Il s'installe dans la position de celui qui donne. Et tu te retrouves progressivement dans la position du récepteur dépendant, de quelqu'un dont le bonheur est lié à sa présence, dont la confiance en soi commence à passer par sa validation. Et une fois que cette dépendance est installée, une fois que son affection est devenue quelque chose dont tu as besoin pour te sentir bien, son silence soudain devient une arme. C'est plus de l'amour, c'est du conditionnement. Et maintenant, voilà ce qui se passe quand quelque chose de vraiment authentique commence à se montrer de ton côté. Quand tu arrives avec un amour réel, pas stratégique, pas calculé, pas conditionnel, mais patient, présent, qui voit même ce qu'il cache et qui reste quand même, quelque chose se produit dans son système. La menace, parce que voilà ce qu'un amour authentique fait inévitablement. Il demande de la réciprocité. Pas de façon agressive, pas avec des ultimatums ou des exigences, mais de façon naturelle et progressive, à mesure que la relation se développe, à mesure que quelque chose de réel commence à exister entre deux personnes. Une connexion vraie demande de la présence réelle, de la constance réelle, de la vulnérabilité réelle. Et c'est précisément là que le narcissique ne peut pas aller, parce que la vulnérabilité réelle demande d'enlever le masque. Et enlever le masque expose ce qu'il y a en dessous, ce vide, cette peur,
cette incapacité à se connecter vraiment, qu'il a passé toute sa vie à dissimuler. Et plutôt que de traverser ça, plutôt que de laisser quelque chose de difficile mais de potentiellement transformateur se produire, son système fait ce qu'il a toujours fait. Il sabote, pas nécessairement de façon consciente et délibérée, pas avec un plan précis et articulé, mais avec cette façon automatique de détruire ce qui devient trop réel, trop proche, trop menaçant pour l'illusion qu'il a construite. Il dévalorise, il crée de la distance, il invente des problèmes là où il n'y en avait pas. Il transforme ce qui était simple en quelque chose de compliqué, ce qui était chaleureux en quelque chose de tendu. Et toi, dans tout ça, tu essaies de comprendre, tu cherches ce que tu as fait de travers, tu ajustes, tu t'adaptes, tu donnes encore plus pour compenser quelque chose que tu n'as pas créé. Et voilà la tragédie au cœur de cette dynamique, l'amour authentique. La seule chose qui aurait pu nourrir quelque chose de réel entre vous, la seule chose qui aurait pu créer les conditions d'une vraie transformation pour lui, a été transformée en stratégie de contrôle. Et dans cette transformation, quelque chose d'important s'est planté, malgré tout. Une graine, parce que voilà ce que Jung nous dit sur ce processus, tôt ou tard. La lumière d'un amour vrai finit par briller sur l'ombre que quelqu'un essaye désespérément de cacher. Et à ce moment-là, ce n'est pas toi qui commence à trembler, c'est lui. Et la façon dont il gère ce tremblement, ce qu'il fait pour le contrôler, pour le masquer, pour continuer à maintenir quelque chose qui devient de plus en plus difficile à tenir. C'est exactement ce qu'on va explorer maintenant. Troisièmement, la manipulation comme langage. Voilà quelque chose que beaucoup de gens qui ont vécu cette dynamique mettent du temps à nommer clairement. C'était pas de l'amour instable. C'était de la manipulation structurée et la différence entre ces deux choses est fondamentale. Parce que l'amour instable vient d'une incapacité, d'une maladresse, d'une personne qui veut bien faire mais qui ne sait pas encore comment. Et cette incapacité peut évoluer, peut être travaillée, peut changer avec le temps et l'effort. Mais la manipulation structurée est autre chose. C'est un système précis, efficace, qui a une logique interne très claire, même si cette logique n'est pas toujours consciente chez celui qui l'utilise, et comprendre comment ce système fonctionne dans ses mécanismes les plus concrets change quelque chose d'essentiel dans la façon dont tu portes ce que tu as vécu. Ça t'aide à voir ce qui était vraiment là. Commençons par l'outil le plus puissant de son arsenal. Le silence. Pas le silence comme pause, pas le silence comme façon de se ressourcer ou de prendre de la distance pour réfléchir, mais le silence comme arme, calculée, timée, déployée exactement au bon moment pour produire exactement le bon effet. Jung disait quelque chose de très précis sur ce mécanisme. Il disait que là où il n'y a pas de conscience, le destin décide pour nous, et c'est exactement ce qui se passe quand quelqu'un ne comprend pas pourquoi l'affection a changé soudainement. Pourquoi quelqu'un qui était là et présent et chaleureux est devenu distant sans explication, dans ce vide de compréhension, dans cette absence d'explication. Quelque chose se produit automatiquement. On cherche la cause en soi-même. Et c'est précisément ce que le silence est conçu pour produire, pas consciemment dans tous les cas, pas avec une stratégie articulée et planifiée, mais avec cette efficacité automatique de quelqu'un dont le système nerveux a appris très tôt que l'incohérence maintient les autres dans un état de vigilance constante, et que cette vigilance constante ressemble à de l'attention, à de l'investissement, à de la connexion. Laisse-moi te montrer exactement comment ce mécanisme fonctionne dans la réalité concrète d'une relation. Il y a un rythme très précis, que les psychologues appellent le cycle poussé-retrait. Un jour, il est là, complètement là, chaleureux, attentif, cette façon d'être présent, qui te rappelle pourquoi tu es là, qui te rappelle ce que vous pouvez avoir ensemble, qui réactive quelque chose dans ton système. Ce soulagement, cette confirmation que quelque chose de réel existe. Et puis, sans raison apparente, sans incident qui expliquerait quelque chose, il se retire.
froid, distant, monosyllabique. Cette façon d'être là physiquement, mais d'être complètement absent émotionnellement, comme si quelque chose dans son intérieur s'était fermé. Et tu ne comprends pas pourquoi. Et dans cet espace entre la chaleur et le retrait, dans cette incompréhension, quelque chose se déclenche dans ton système nerveux. L'hypervigilance, tu commences à surveiller, à analyser chaque signal, à te demander ce que tu as dit, ce que tu as fait, ce que tu aurais dû faire différemment. Ton attention qui était naturellement distribuée dans ta vie, tes projets, tes relations, ton propre monde intérieur, se concentre progressivement sur lui, sur ses humeurs, sur ses réactions, sur la façon de retrouver quelque chose qui lui a donné de la chaleur avant. Et voilà ce que ce déplacement d'attention produit, tu es en train de quitter ton propre centre. Et lui devient le centre. Pas parce que tu l'as décidé, pas parce que c'est ce que tu voulais, mais parce que le système a été conçu pour produire exactement ça. Maintenant, voilà l'autre outil, peut-être encore plus insidieux que le silence. Le gaslighting. Et je vais être très précis sur ce que c'est vraiment, parce que c'est un mot qu'on utilise souvent sans mesurer complètement ce qu'il implique. Le gaslighting n'est pas simplement nier quelque chose qui s'est passé. C'est quelque chose de plus profond et de plus dévastateur que ça. C'est la restructuration de ta réalité intérieure. C'est quand quelqu'un fait en sorte que tu doutes non seulement de ce que tu as vu ou entendu, mais de ta capacité même à percevoir les choses correctement, de ta mémoire, de tes émotions, de ton jugement. Tu lui dis quelque chose t'a blessé. Il te dit que tu interprètes mal, que tu es trop sensible, que ce n'est pas ce qu'il voulait dire, que tu déformes les choses, et tu commences à te demander, est-ce que j'interprète vraiment mal? Est-ce que je suis trop sensible? Est-ce que mes perceptions sont fiables? Et plus tu te poses ces questions, plus quelque chose se fissure dans ton rapport à toi-même. Jung appelait ça l'érosion du moi, quand le sentiment d'être quelqu'un de fiable, de quelqu'un dont les perceptions et les émotions sont valides, s'effrite progressivement, la personne devient vulnérable d'une façon très particulière. Elle perd son ancre intérieure, et sans ancre intérieure, on est obligé de chercher des repères à l'extérieur. Et dans cette relation, l'extérieur, c'est lui. C'est sa version des événements. Sa façon d'interpréter ce qui s'est passé, sa façon de définir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et c'est exactement là qu'il voulait arriver. Maintenant, voilà quelque chose d'essentiel sur cette manipulation que je veux que tu comprennes vraiment. Elle n'est pas une force, c'est une faiblesse déguisée en pouvoir, parce que quelqu'un qui est vraiment solide intérieurement n'a pas besoin de ces outils, n'a pas besoin de déstabiliser l'autre pour maintenir quelque chose, n'a pas besoin de contrôler la réalité de l'autre pour se sentir en sécurité dans la sienne. Le contrôle émotionnel n'est jamais une vraie connexion. On peut faire taire quelqu'un, on peut le forcer à douter de lui-même, on peut le maintenir dans une position de vigilance et de dépendance, mais on ne peut pas, avec ces outils, nourrir quelque chose de vivant entre deux personnes. Et voilà ce que le narcissique ne mesure pas complètement. Chaque fois qu'il utilise ces outils, chaque fois que le silence fait son travail, que le gaslighting érode quelque chose, que le cycle poussé-retrait crée une nouvelle couche de confusion, il ne détruit pas seulement la confiance de l'autre. Il plante quelque chose, une graine d'éveil. Parce que voilà ce que Jung nous dit sur la manipulation à long terme. L'obscurité ne peut pas survivre une fois qu'elle est illuminée par la conscience. Et à un moment, même si ça prend du temps, même si le chemin est douloureux, la personne commence à voir pas seulement ce que lui fait, mais ce que ça dit sur lui et sur elle-même, et sur ce qu'elle mérite vraiment. Et quand cet éveil arrive, quand quelqu'un arrête de chercher la cause en lui-même et commence à voir le système pour ce qu'il est, quelque chose de fondamental change. Pas chez le narcissique, en toi, et ce changement en toi, cette façon d'arrêter de réagir, d'arrêter de jouer le jeu, d'arrêter d'alimenter quelque chose qui se nourrissait de tes réactions, déclenche quelque chose dans son système qu'il n'avait absolument pas anticipé. Et c'est exactement là qu'on va maintenant. Quatrièmement, le point de rupture. Voilà quelque chose que personne n'explique vraiment sur la dynamique avec un narcissique. Son effondrement n'arrive pas dans une dispute, pas dans une confrontation, pas dans un moment où quelque chose d'intense se produit entre vous deux. Il arrive dans le silence, ton silence, et comprendre exactement pourquoi ton silence
produit quelque chose d'aussi déstabilisant dans son système. C'est peut-être la chose la plus libératrice que tu puisses comprendre sur tout ce que tu as traversé. Commençons par quelque chose de fondamental. Pendant toute la durée de cette relation, aussi douloureuse qu'elle était pour toi, quelque chose fonctionnait dans son système. Il avait un public, pas un public dans le sens spectaculaire du terme, mais un public dans le sens psychologique précis. Quelqu'un dont les réactions confirmaient qu'il existait, qu'il avait de l'importance, que ce qu'il faisait produisait quelque chose. Même si ce quelque chose était de la douleur, même si ce quelque chose était de la confusion, même si ce quelque chose était des larmes ou de la colère ou des tentatives désespérées de comprendre ce qui se passait, la colère est une forme de connexion, les larmes sont une forme de connexion, même la souffrance est une forme de connexion. Tant que tu réagissais, tant que quelque chose en toi répondait à ce qu'il faisait, il avait la confirmation que son pouvoir fonctionnait, que quelque chose de lui atteignait quelque chose en toi, que tu n'avais pas encore complètement échappé à son influence. Et voilà ce qui change quand tu arrêtes de réagir. Il perd le public. Et sans public, quelque chose dans la structure entière de son fonctionnement commence à s'effondrer. Laisse-moi te montrer exactement ce mécanisme avec quelque chose de très concret. Imagine quelqu'un qui a passé des années à jouer un rôle, à monter sur scène chaque soir, à performer, à exister dans le regard de ceux qui regardaient, et qui a construit toute son identité autour de cette performance, qui ne sait pas vraiment qui il est en dehors d'elle. Et puis, un soir, il monte sur scène, et la salle est vide, pas hostile, pas en colère, pas en train de protester, juste vide. Et dans ce vide, dans cette absence totale de regard et de réaction et d'engagement, quelque chose se produit qui est infiniment plus déstabilisant que n'importe quelle critique ou n'importe quel conflit. Il n'y a plus de rôle à jouer. Parce que le rôle n'existe que dans le regard de quelqu'un. Sans regard, il reste juste lui et lui. Sans le masque, sans la performance, sans le système de contrôle qui définissait son existence dans la relation. C'est exactement ce qu'il a passé toute sa vie à éviter de rencontrer. Son vide. Et c'est ça que ton silence produit dans son système. Jung appelait ce moment le retrait de la projection. Quand la personne qui maintenait l'illusion en vie par ses réactions cesse de le faire, quand quelqu'un arrête de voir le narcissique à travers le prisme de ce qu'il voulait projeter et commence à le voir tel qu'il est vraiment, une âme blessée, vide, incapable d'aimer d'une façon qui nourrit vraiment. Et ce retrait de projection déclenche quelque chose de précis dans son système. La panique, pas une panique visible et avouée, pas quelque chose qu'il nommerait comme de la panique, mais une activation profonde de tout ce que son système cherchait à éviter depuis le début. La peur d'être oublié, la peur d'être irrelevant, la peur que son existence dans ta vie, ce pouvoir qu'il croyait avoir, cette place centrale qu'il occupait, se dissolvent dans ton indifférence. Et face à cette panique, son système fait ce qu'il fait toujours face à ce qui le menace. Il intensifie, il reprend les anciennes tactiques. Avec plus d'intensité cette fois, plus d'urgence, des tentatives de reconnexion qui peuvent ressembler à de la vulnérabilité, des promesses qui ressemblent à du changement, des gestes qui semblent dire quelque chose de nouveau, mais voilà ce que tu dois comprendre sur cette intensification, c'est pas de la croissance. C'est de la panique déguisée en croissance. La différence entre les deux est précise et observable. La croissance vient de l'intérieur. Elle arrive lentement. Elle est accompagnée d'une conscience réelle sur ce qui s'est passé, d'une honnêteté sur ce que ces comportements ont coûté, d'un travail visible sur ce qui créait le problème. La panique se manifeste vers l'extérieur. Elle arrive vite, elle est accompagnée d'une urgence de retrouver ce qui était perdu, pas de changer ce qui l'a fait partir, mais de retrouver l'accès à quelque chose qui se soulageait. Et voilà ce que cette distinction dit sur le moment précis de son point de rupture. Ce qui s'effondre dans son système à ce moment, c'est pas l'illusion de l'amour, c'est l'illusion du contrôle. Parce que pendant toute la relation, aussi conscient ou inconscient que ce soit, il croyait quelque chose. Il croyait que tant qu'il maintenait le cycle, tant qu'il alternait la chaleur et le retrait,
Tant qu'il gardait quelqu'un dans cet état de vigilance et de dépendance, il avait une prise sur quelque chose, et maintenant cette prise a disparu. Et sans prise, il se retrouve face à quelque chose qu'il ne sait pas gérer, sa propre réalité intérieure, sans le miroir que tu représentais, sans les réactions qui confirmaient son existence et son importance, sans ce système de validation externe qui remplaçait quelque chose qu'il n'a jamais vraiment construit à l'intérieur. Il est seul avec lui-même. Et c'est la confrontation qu'il a évitée toute sa vie. Jung disait que personne ne devient éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Et voilà ce que ton silence force. Pas la lumière chez lui, pas une transformation automatique, pas une révélation qui change tout d'un coup, mais quelque chose de plus humble et de plus réel que ça. La confrontation avec l'obscurité, ce vide qu'il a toujours fui, cette peur qu'il a toujours habillée de contrôle et de manipulation, cette incapacité à s'aimer vraiment qui rendait impossible d'aimer quelqu'un d'autre vraiment, tout ça remonte quand les réactions extérieures cessent de le couvrir. Et voilà maintenant quelque chose d'essentiel sur ce que ce point de rupture ne garantit pas. Il ne garantit pas le changement. Beaucoup de narcissiques atteignent ce point, ressentent quelque chose de l'effondrement que tu as produit en te retirant et font quelque chose avec ce ressenti. Certains cherchent un nouveau public, une nouvelle personne dont les réactions peuvent alimenter le système, une nouvelle façon de maintenir l'illusion sans avoir à regarder ce qu'elle cache. D'autres, les plus rares, font quelque chose de différent. Ils s'arrêtent, ils regardent, pas nécessairement d'une façon qui mène immédiatement à quelque chose de beau ou de transformateur, mais d'une façon qui dit que quelque chose a été vu, que l'obscurité a été touchée, que la question de qui je suis vraiment sous tout ça a commencé à se poser d'une façon qui ne peut plus être complètement ignorée. Et tu n'as aucun contrôle sur lequel de ces chemins il prend. Aucun, parce que son chemin lui appartient. Entièrement. Ce qui t'appartient à toi. C'est quelque chose de différent. Et quelque chose que tu as peut-être commencé à construire sans le nommer clairement pendant tout ce temps où tu t'éloignais, ta propre liberté. Et voilà maintenant ce qui se passe quand cette liberté devient visible. Quand quelque chose dans ta vie commence à s'épanouir d'une façon qui n'a plus rien à voir avec lui. Et ce que cette visibilité produit dans son système, c'est exactement là qu'on va maintenant. Cinquièmement, quand tu avances sans lui, voilà quelque chose que le narcissique n'avait pas prévu. Que tu ailles bien sans lui. Pas juste que tu survives, pas juste que tu fonctionnes, mais que tu t'épanouisses vraiment. Que quelque chose dans ta vie commence à s'ouvrir d'une façon qui n'a plus rien à voir avec lui. Que tu souris d'une façon qu'il ne reconnaît plus. Que tu existes d'une façon qui ne le cherche plus. Et voilà pourquoi cette réalité est peut-être la plus dévastatrice de toutes pour son système. Pendant toute la relation, et même après, son fonctionnement reposait sur une croyance fondamentale, que tu avais besoin de lui, pas de façon consciente et articulée nécessairement, mais de façon profondément ancrée dans sa façon de lire la dynamique entre vous. Il croyait que ta valeur passait par lui, que ton bonheur dépendait de sa présence, que sans son attention, sans sa validation, sans cette place centrale qu'il occupait dans ton monde émotionnel, tu ne pourrais pas vraiment être bien. Et cette croyance, cette conviction que tu étais fondamentalement dépendant de quelque chose qu'il contrôlait, était le fondement de tout son pouvoir dans cette relation. Et maintenant, cette fondation s'effondre, parce que tu vas bien, vraiment bien, d'une façon qu'il ne peut pas réattribuer à lui, d'une façon qu'il ne peut pas présenter comme le résultat de quelque chose qu'il a fait ou dit ou permis. Tu vas bien sans lui. Et ça, son système ne sait pas quoi en faire. Laisse-moi te montrer exactement pourquoi avec quelque chose de très précis sur la psychologie du narcissique. Son ego ne se nourrit pas de choses ordinaires. Il ne se nourrit pas de la stabilité tranquille d'une vie qui fonctionne bien. Il ne se nourrit pas de la satisfaction discrète de quelqu'un qui construit quelque chose de solide. Il se nourrit de réactions, d'attention, de désir, d'admiration, mais aussi de dépendance, de confusion, de douleur même, tant qu'une réaction se produit. Tant que quelque chose en toi répond à ce qu'il fait, tant que son existence dans ta vie produit quelque chose de mesurable dans ton système nerveux, il existe, il compte, il a de l'importance, il occupe une place. Et maintenant, face à ton bonheur sans lui,
face à cette façon que tu as de construire quelque chose qui n'a pas besoin de lui pour exister. Quelque chose change dans l'équation. Il n'est plus nécessaire, et être non nécessaire est peut-être la chose la plus terrifiante qui puisse arriver à quelqu'un dont toute l'identité est construite sur le fait d'être indispensable. Jung disait que l'ombre restera jusqu'à ce qu'elle soit amenée à la lumière, et voilà ce que ton épanouissement fait à son ombre. Il la révèle, pas en l'attaquant, pas en la confrontant directement, mais en créant un contraste que son système ne peut pas ignorer. Pendant que tu t'épanouissais, quelque chose en lui stagnait. Pendant que tu construisais quelque chose en lui restait figé, dans les mêmes schémas, les mêmes mécanismes, la même façon de fonctionner qui n'a jamais vraiment produit quelque chose de nourrissant. Et ce contraste, cette façon que ton avancement a de révéler son immobilité, est une forme de miroir qu'il ne peut pas contrôler. Parce que voilà quelque chose d'essentiel sur la façon dont il fonctionnait. Il avait besoin de te maintenir dans une position précise pour que son propre fonctionnement soit viable. Il avait besoin que tu sois légèrement en dessous, légèrement dépendant, légèrement moins sûr de toi que lui, légèrement dans le doute sur ta valeur et sur ce que tu méritais. Parce que c'est dans cet espace, dans cette asymétrie, que son sentiment de supériorité existait. Et maintenant que tu avances, que quelque chose dans ta façon d'exister dit clairement que tu n'as pas besoin de lui pour aller bien, cette asymétrie disparaît. Et sans asymétrie, le sentiment de supériorité n'a plus d'endroit où s'appuyer. Laisse-moi te donner une image très précise pour que tu vois exactement ce que ton bonheur produit dans son système. Imagine quelqu'un qui se croit le seul point de lumière dans une pièce sombre et qui tire une grande partie de son sentiment d'importance du fait que sans lui, la pièce serait dans le noir. Les autres ont besoin de lui pour voir, pour s'orienter, pour exister dans cette pièce. Et puis, quelqu'un allume une lumière propre, une lumière qui lui appartient, qui ne dépend pas du premier point de lumière pour exister. Et soudain, le premier point de lumière n'est plus unique, n'est plus indispensable, n'est plus la seule source de quelque chose. Il est juste un point de lumière parmi d'autres, et cette découverte, cette perte de l'unicité et de l'indispensabilité est une blessure de l'ego d'une précision particulière. Parce qu'elle dit quelque chose qui ne peut pas contredire avec du charme ou de la manipulation ou du contrôle que tu t'es retrouvé toi-même. Et voilà maintenant quelque chose de fondamental sur ce que ton épanouissement représente pour lui dans les termes jungiens. Il devient le miroir de son propre échec. Pas parce que tu essaies de lui montrer quoi que ce soit, pas parce que tu construis ta vie comme une réponse à ce qu'il t'a fait, mais simplement parce que tu existes pleinement sans lui, avec cette façon d'être qui dit que quelque chose en toi a guéri, a grandi, a trouvé quelque chose de plus solide que ce qu'il pouvait offrir. Et face à ça, son système cherche quelque chose, peut-être une tentative de revenir, une façon de reprendre une place dans ta vie, des promesses recyclées, une vulnérabilité soudaine qui ressemble à de la transformation, une façon de se réintroduire dans ton histoire avant que cette histoire ne soit complètement écrite sans lui. Et voilà ce que je veux que tu comprennes clairement sur ces tentatives. Elles ne viennent pas de toi. Elles viennent de sa peur, de son incapacité à supporter d'être irrelevant dans la vie de quelqu'un qu'il croyait contrôler, de ce besoin profond d'existence dans le regard des autres qui définit son fonctionnement depuis toujours. Et ta réponse à ces tentatives, ou ton absence de réponse, n'est pas une punition, c'est une clarté. La clarté de quelqu'un qui a compris quelque chose, qui a vu le système pour ce qu'il était, qui a traversé quelque chose de difficile et en est sorti avec quelque chose que personne ne peut reprendre. La connaissance de sa propre valeur et cette connaissance et cette façon de savoir ce que tu mérites parce que tu l'as cherché honnêtement à travers ce que tu as traversé est peut-être la chose la plus précieuse que toute cette expérience t'ait donnée, pas malgré la douleur, à travers elle. Et voilà maintenant la toute dernière chose qu'on va explorer ensemble, ce que tout ça dit vraiment sur toi, sur ce que tu as construit en traversant ça, et sur ce que tu mérites de porter dans les chapitres qui suivent. On arrive au bout de ce qu'on a traversé ensemble, et je veux commencer cette conclusion
par quelque chose de très direct, ce que tu as vécu dans cette relation n'était pas un échec. C'était une exposition à quelque chose de très précis, un système psychologique construit autour d'un vide que quelqu'un refusait de regarder, et une exposition à quelque chose sur toi-même, sur ta capacité à aimer vraiment, sur ta façon de rester même quand quelque chose en toi savait que quelque chose ne fonctionnait pas, sur cette profondeur que tu portais et que tu as déposée dans un endroit qui ne savait pas la recevoir. Et voilà ce que je veux que tu emportes de tout ce qu'on a exploré. La première chose, ce que tu as donné était réel. Pas une illusion, pas quelque chose de naïf ou de mal orienté. Un amour authentique, patient, qui voyait au-delà de la surface, qui essayait encore quand d'autres seraient partis, qui cherchait une connexion réelle avec quelqu'un qui n'avait pas encore les ressources pour la recevoir. Et le fait qu'il n'ait pas su recevoir, ça ne dit rien sur la valeur de ce que tu donnais. Il dit tout sur la profondeur de ce qu'il ne savait pas encore être. La deuxième chose, Jung disait quelque chose de fondamental sur la guérison. Il disait que l'ombre restera jusqu'à ce qu'elle soit amenée à la lumière. Et que la lumière ne vient pas de l'extérieur. Elle vient du travail de se regarder honnêtement, de comprendre ce qui nous contrôle depuis l'ombre et de choisir quelque chose de différent, ce travail. Le narcissique ne l'a pas fait, mais toi tu l'as commencé. En voyant le système pour ce qu'il était, en nommant ce qui se passait, en arrêtant de chercher la cause de ses comportements en toi-même, en choisissant de te retirer, pas par vengeance, pas par stratégie, mais parce que quelque chose en toi a dit assez, ce geste, aussi simple qu'il semble, est un geste de conscience. Et la conscience est toujours le début de quelque chose. La troisième chose, ce que tu as traversé t'a appris quelque chose que rien d'autre n'aurait pu t'apprendre de la même façon. Tu sais maintenant ce à quoi ressemble la manipulation structurée, le mirroring, le love bombing, le gaslighting, le cycle poussé-retrait. Tu sais comment ces mécanismes fonctionnent dans le corps, comment ils créent une dépendance, comment ils érodent progressivement quelque chose de fondamental dans le rapport à soi-même. Et quelqu'un qui sait ça, qui l'a traversé, qui en est sorti avec cette connaissance ancrée dans l'expérience et non dans la théorie, cette personne ne peut plus être prise dans le même filet de la même façon. Pas parce qu'elle est fermée, pas parce qu'elle se protège derrière des murs, mais parce qu'elle voit plus tôt, reconnaît plus vite et fait confiance à ce qu'elle ressent avant que le système ait eu le temps de s'installer. La quatrième chose, et c'est peut-être la plus importante, Jung disait « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». Et voilà ce que je veux que tu emportes de cette phrase. Tu n'es pas défini par ce que tu as vécu dans cette relation. Tu n'es pas défini par les moments où tu es resté trop longtemps, par les moments où tu as minimisé ce que tu ressentais, par les moments où tu as cherché la cause en toi-même alors qu'elle était ailleurs. Tu es défini par ce que tu fais avec tout ça maintenant, par la façon dont tu te lèves, dont tu regardes ce qui s'est passé sans te condamner, dont tu en extrais quelque chose d'utile pour la suite, dont tu choisis de construire quelque chose à partir de là plutôt que de rester figé dedans. Et voilà maintenant ce que cette conclusion veut vraiment dire. Il viendra peut-être un moment, si c'est pas déjà le cas, où tu réaliseras que cette relation, aussi douloureuse qu'elle ait été, t'a donné quelque chose, une clarté que peu de personnes ont, sur ce que l'amour devrait ressembler, sur ce qu'il ne devrait pas ressembler, sur ce que tu mérites vraiment dans une connexion, sur ce que tu ne peux plus accepter, sur la différence entre quelqu'un qui aime et quelqu'un qui contrôle, entre quelqu'un qui reste et quelqu'un qui retient, entre quelqu'un qui te voit et quelqu'un qui se sert de ton regard. Et depuis cette clarté, depuis cette connaissance qui vient de l'intérieur et non d'une liste de règles, tu peux choisir différemment, pas avec de la méfiance, pas avec des murs, pas avec cette façon de garder les gens à distance par peur de ce qui pourrait arriver, mais avec cette conscience tranquille de quelqu'un qui sait ce qu'il vaut et qui n'a plus besoin de le prouver à quelqu'un qui n'est pas prêt à le voir. Parce que voilà la vérité finale de tout ce qu'on a exploré aujourd'hui. Le narcissique ne pouvait pas te donner ce que tu cherchais. Pas parce que tu ne le méritais pas, mais parce qu'il ne l'avait pas. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et quelqu'un qui n'a jamais appris à s'aimer vraiment ne peut pas aimer quelqu'un d'autre vraiment. Mais toi, tu as cette capacité. Tu l'as toujours eue. Et maintenant, de l'autre côté de tout ce que tu as traversé, cette capacité est plus consciente, plus ancrée, plus sage sur où elle mérite d'être déposée. Dépose-la là où elle sera reçue vraiment
C'est tout ce que tu mérites.